Le jumeau numérique, c'est le concept de collecter énormément d'informations sur une entité physique qu'on va répliquer virtuellement et qu'on va suivre dans le temps. C'est une technologie qui vient du milieu manufacturier. Les éoliennes, aujourd'hui, ont tous des jumeaux numériques. On va prendre les jumeaux numériques des 60 éoliennes, on va simuler la météo des 6 prochains mois, on va voir quelle pièce va potentiellement briser ou va avoir un problème et on fait de la maintenance préventive. Première utilisation médicale de BioTwin, c'est le dépistage précoce de différents cancers. Cancer du côlon détecté en stade 1, 90% de taux de survie. Détecté en stade 4, 10% de taux de survie. C'est vraiment améliorer la chaîne de dépistage. C'est pas seulement un outil de diagnostic, mais c'est aussi de pouvoir tester des idées dessus. Ce qu'on vise à faire, c'est d'arriver à simuler chez une patiente la réaction au traitement. Je suis épidémiologiste et je me préoccupe de ce que les patients trouvent sur le web. Nous, on utilise l'intelligence artificielle pour faire le tri parmi la bonne et la mauvaise information. Quand les chercheurs veulent savoir si un contenu est factuel ou non, il y a à peu près 15 questionnaires qui existaient en recherche qui utilisent différents critères pour décider ce qui est factuel. Et on a bâti un outil qui analyse tous ces critères-là automatique quand ils passent à travers chaque pièce de contenu sur le web. On met nos outils dans les cliniques, on les met dans les hôpitaux et le patient a l'impression de chercher le web, mais il cherche le web que factuel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Il y a du neuf, le podcast où on découvre ensemble comment l'intelligence artificielle façonne nos vies et nos industries. Je suis Laetitia Constantin, développeuse web et IA chez Explorer et je suis accompagnée de Rémi Dion, VP et cofondateur. Salut Rémi. Salut Laetitia. Comment ça va? Super bien. Alors aujourd'hui, on va parler de IA en santé. On a deux invités super, Louis-Philippe et Lina, pour discuter de la désinformation et du jumeau numérique. Donc pour commencer, Louis-Philippe, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Avec grand plaisir. Donc, mon nom est Louis-Philippe Noël, je suis président fondateur de BioTwin. BioTwin est une entreprise qui crée des jumeaux virtuels humains. Qu'est-ce qu'un jumeau virtuel? Un jumeau virtuel, c'est une réplique d'une entité physique qu'on réplique virtuellement. Donc, c'est une technologie qui vient du milieu manufacturier. Je prends l'exemple des avions. Chaque avion dans les airs a un jumeau numérique au sol où on va suivre en temps réel toutes les données de l'avion. On va personnaliser. Donc, 5 vols Québec-Paris n'a pas le même nombre de passagers, le même nombre de bagages, n'a pas la même météo. Donc, on arrive à personnaliser la maintenance et différentes choses à l'avion. Donc, maintenant, cette technologie-là, on l'applique à l'être humain. Donc, on crée une copie virtuelle de l'être humain. La façon de BioTwin d'y arriver, c'est en recréant la biologie de l'être humain d'un individu, ce qui est tout un défi. Donc, on a réussi. On a une technologie qui permet de prendre quelques gouttes de sang à la maison. Et à partir de ça, notre IA peut suivre, on est rendu à 285 000 biomarqueurs différents, en plus que les gens peuvent connecter leur montre et différentes autres applications, et on les suit dans le temps pour bâtir leurs jumeaux. Donc, c'est un gros défi technologique qui réunit plusieurs sciences. Moi, personnellement, je viens du domaine des technologies. Donc, j'ai eu des entreprises dans le passé qui étaient dans le domaine de la techno. Je me suis bien entouré de gens, des experts en chimie analytique dans le domaine du milieu clinique. Donc, c'est brièvement ce qu'est BioTwin et très rapidement qui je suis. Ça marche. Et Lina, de ton côté? Oui, bonjour, je m'appelle Lina Forcier, je suis épidémiologiste et CEO de Factually Health. Avant tout, je vais vous dire que j'ai un mauvais rhume aujourd'hui, alors je ne serai pas en pleine forme, mais je pense que ça va aller. Je vois déjà là, qu'on a eu une belle conversation. Alors, ce que Factually Health fait, c'est que nous, depuis des années, je me préoccupe de ce que les patients trouvent sur le web. J'ai eu des patients qui m'ont approché, qui avaient le cancer du sein, la sclérose en plaques, le cancer du côlon, son père avait l'Alzheimer, et ils avaient un paquet d'informations, mais beaucoup de mes informations, et je passais le temps à travers tout ce qu'ils avaient trouvé pour décider ce qui était vrai et pas vrai, ce qui devrait parler avec le médecin. Et c'était pas ma spécialité nécessairement, mais je les aidais à trier. C'est sûr que l'intelligence artificielle pouvait faire quelque chose avec ça. Donc, nous, on utilise l'intelligence artificielle pour faire le tri parmi la bonne et la mauvaise information. Mais on ne va pas directement aux patients parce qu'on sait que les patients mésinformés coûtent cher au système. Alors, nous, on est ce qui s'appelle du B2B, c'est-à-dire on met nos outils dans les cliniques, on les met dans les hôpitaux, on peut les mettre dans les essais cliniques pour bien informer le patient. Et le patient a l'impression de chercher le web, mais il cherche le web que factuel. Alors, il reprend le pouvoir sur sa vie parce que seulement 2 sur 3 patients quittent la clinique et n'ont pas compris ce que le médecin a dit.
Alors, c'est sûr qu'ils s'en vont sur le web pour s'informer et reprendre un peu de contrôle quand ils ont eu un mauvais diagnostic, comme une maladie cardiaque ou ou le cancer. Alors, c'est sûr qu'ils s'en vont sur le web. Alors, nous, on leur redonne ce pouvoir-là de chercher, mais ils le font à travers les cliniques, à travers les fondations. On parle avec certaines fondations aux États-Unis qui vont prendre notre outil et le mettre sur leur site web. Alors, ça réduit les coûts pour la santé, ça décharge les médecins, ça décharge les infirmières qui passent beaucoup trop de temps à informer et réinformer et répondre à la même question qui s'est faite poser par 1000 patients. Et en même temps, ça aide le patient. Mais là, donc, si je comprends bien, vous ratissez à travers l'Internet pour recueillir l'information qui est vraie et trier l'information qui est fausse. Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est que c'est quand même pas une technologie qu'on a juste pris un chat GPT puis on a mis un wrapper autour. Je parle franglais en passant. C'est pas juste ça. C'est vraiment, on a une pipeline. On a une automatisation qui fouille à travers le web et qui sort que les informations factuelles. En ce moment, on fait du cancer, de la démence et du heart disease. De la maladie cardiaque, on vient de nous demander une proposition. Fait qu'on peut faire n'importe quelle maladie, on peut faire plusieurs maladies ensemble, mais en général, le système de la santé, c'est organisé en silos de maladies. Ouais. D'accord? Fait que dans les cliniques oncologiques, ils vont faire que du cancer. Fait que pour eux autres, ça serait un outil pour fouiller les informations factuelles sur le cancer. Au niveau des long-term care, les soins longue durée? Merci. Au niveau des soins longue durée, ça serait des choses sur la démence, l'Alzheimer, le Parkinson, par exemple. Alors, on fait n'importe quelle maladie parce que c'est tout automatisé. Faites une revue littérature, puis vous dites, désormais, ça a été validé par des experts, vous pouvez vous y fier? C'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'il y a un niveau de littératie au niveau du patient que tu n'as pas au niveau du professionnel. Alors, nous, on a un outil en arrière qui baisse le niveau de littératie. On ne prend que des informations qui sont au niveau de littératie du patient parce que ça donne rien de lui donner quelque chose au niveau de la recherche. Ça ressemble à quoi, ça, de la littératie patient? Bien, ça semble à... Admettons, le WHO a plein de trucs. Souvent, le WHO, l'Organisme mondial de la santé, a souvent ils ont même écrit des textes qui sont au niveau du collège, au niveau collégial. Mm-hmm. Alors, nous, on reprend ces textes-là et on va leur redonner une réponse. On a 2 versions. Quand tu cliques, tu peux faire un casual chat, donc une conversation casuelle, qui est vraiment à un niveau de littératie de 6e à 10e année, qui est le niveau de littératie des patients, ou tu cliques sur l'autre et tu vas chercher ce qu'on appelle augmented chat, et à ce moment-là, tu vas chercher des informations plus, tu as des vidéos factuelles là-dedans. Tu peux avoir des statistiques là-dedans. Fait que c'est la même question qui est transférée, mais on te donne plus d'informations. On te donne les vrais liens que tu peux aller cliquer dessus et aller chercher l'information. Tu as des vidéos factuelles là-dedans aussi. OK. Et pour la qualité de l'information, est-ce que vous avez une liste de sites sur lesquels vous savez que vous pouvez aller chercher l'information ou vous la triez autrement derrière? La qualité de l'information, je suis épidémiologiste. Alors, on s'est bâti sur... quand les chercheurs veulent savoir si un contenu est factuel ou non, il y a à peu près 15 questionnaires qui existaient en recherche qui utilisent différents critères pour décider ce qui est factuel. Nous, on a analysé ces 15 questionnaires-là, on a ressorti les critères typiques ou les critères qui sont semblables et on a bâti un outil qui analyse tous ces critères-là automatiques quand ils passent à travers chaque pièce de contenu sur le web. Alors, on sort comme ça, puis après ça, on a un human in the loop, toujours, parce qu'on est en santé. Alors, il y a moi et il y a quelqu'un d'autre qui a une 20aine d'années d'expérience en santé qui revise tout le dataset. Alors, par exemple, le cancer du sein, parce que je sais qu'on va en parler. Cancer du sein, nous autres, notre base de données a à peu près 2000 pièces de contenu factuelles. Mais si tu vas sur le web, il y en a beaucoup plus, mais il y en a 2000. Et ça, c'est une base de données. C'est n'est que des informations qui sont plus jeunes que 3 ans, parce qu'on ne donne pas les vieilles informations. Et ce sont des informations qui sont factuelles sur le cancer du sein. Okay. Donc là, on cherche à trouver le vrai sur le web. Et toi, LP, tu me permets de t'appeler LP? Pas de problème. Tu fais ça, en fait, tu produit de la donnée qui est vraie et fiable. Est-ce que je me trompe? Effectivement. Un des avantages de BioTwin, c'est que les biomarqueurs qu'on
qu'on va analyser, qu'on va créer, c'est notre propre donnée. Donc, c'est nos propres biomarqueurs. Et une grande partie de ces biomarqueurs-là n'ont pas encore été identifiés par la science. Donc, on va arriver à les suivre, à les reconnaître d'un individu à un autre, mais c'est des biomarqueurs qui n'ont pas encore eu une identification. Ça veut dire quoi que ça n'a pas été identifié? Ça veut dire est-ce qu'on l'a jamais vu ou on le reconnaît, mais on n'y a pas assigné une fonction? Bon, je rappelle que je ne suis pas un chimiste ou un biologiste, mais un petit cours de biologie 101. Notre ADN génère des codes d'instruction, l'ARN, afin que nos cellules fabriquent des protéines. Très vulgarisé, très simplifié. Ces protéines vont générer des actions ou vont se dégrader en plus petites molécules qu'on appelle des métabolites. Les métabolites, c'est un peu la chaîne de la production humaine. C'est des petites molécules qui sont les hormones, les vitamines. Quand on parle de caféine, théine, potassium, testostérone, il y en a 4 millions de ces molécules-là estimées dans le corps humain. Puis, petite question piège, combien pensez-vous que votre médecin peut utiliser en clinique, peut suivre, tester présentement? 3. 3. J'allais dire pas 4 millions, c'est certain, mais... Pas 4 millions, on parle de peut-être un 50 à 100. Vous allez dans des labs spécialisés aux États-Unis, on peut peut-être monter à 1000. C'est pas de la génétique, c'est de la métabolique. Okay. La génétique, on parle je pense, 3,2 millions de paires, mais ça, c'est du séquençage génétique. On arrivait à tout séquencer. Nous, la génétique, c'est le code d'instruction et à la fin de cette ligne de production humaine-là, ce sont ces petites molécules qui sont, vous le comprendrez, extrêmement variables parce qu'elles dépendent de la génétique d'un individu, elles dépendent des habitudes de vie, elles dépendent de la culture, elles dépendent de la géographie, de l'environnement. Si on vous aurait pris un échantillon en arrivant aujourd'hui et qu'on en prend une heure plus tard, après avoir bu de l'eau, après avoir parlé, s'être levé, notre métabolisme change. Donc, ces métabolites-là sont le résultat du métabolisme du corps. Moi, j'ai une question pour toi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de laboratoires qui font la génétique. Et toi, ce que tu es en train de parler, c'est que c'est l'expression de la génétique. C'est ça que vous analysez. Il y a combien de laboratoires qui font les analyses des métabolites par rapport à les laboratoires en génétique? Est-ce que tu le sais? Dans le monde de la métabolomique, il faut faire 2 distinctions. Ce qu'on appelle la métabolomique ciblée. Donc, si on veut mesurer la testostérone, les hormones, les vitamines, ça, n'importe quel laboratoire est capable de mesurer ça. Le 50 à 100 que je vous ai parlé, qui est facilement mesurable, c'est mesuré partout. Ensuite, quand on tombe dans les métabolites plus larges, plus vastes, le non ciblé, je dirais il y a peut-être 10 à 15 laboratoires académiques au monde qui travaillent. Donc, c'est beaucoup plus limité. Donc, toi, tes échantillons vont dans ces 10 à 15 laboratoires? Non, dans notre propre laboratoire à nous. Parce que ces 10 à 15 laboratoires-là ont leur propre méthode, mais nous, on s'est bien sûr inspiré. On a des aviseurs scientifiques qui proviennent de ces laboratoires-là. On a créé notre méthode, entre autres, avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est des laboratoires spécialisés en chimie analytique, qui est vraiment l'analyse des molécules. Okay. Donc, mais nous, l'objectif de BioTwin n'est pas d'identifier toutes ces molécules-là. L'objectif de BioTwin, c'est de créer un jumeau numérique humain. Oui. Donc, ces molécules-là sont extrêmement pertinentes. Grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à les suivre parce qu'elles changent tout le temps. Exactement. Ouais. C'est le grand défi. Elles sont extrêmement changeantes. Puis je vous donne un exemple. Quand on vous donne une prescription, on vous dit vous devez être à jeun le matin. Si je prends le cortisol, qui est un métabolite, vous devez le prendre à jeun le matin à 8 heures. Parce qu'on espère d'avoir un moment où il va être assez stable, qu'on puisse vous comparer avec une base. Mais malheureusement, la plupart de ces molécules-là ne doivent pas être comparées avec des standards, mais doivent être comparées, vous, avec vous-même. Si je prends un exemple chez les hommes, la testostérone. On a peu d'avantages à comparer un homme, la testostérone, un homme de 50 ans aujourd'hui, avec le standard, parce que ce qu'il faut le comparer, c'est à 50 ans, vous avez tel niveau, mais l'individu avait combien à 25? Parce que certains vont être, si je dis, il est à 25 ans, il est à 800. Bien, si à 50 ans, il est à 700, c'est encore très bon. Mais s'il est rendu à 350, il a perdu de moitié, mais il est encore dans la norme. Alors que si à 25 ans, il était à 350 et qu'à 50, il est encore à 150, c'est excellent. Donc, d'où l'avantage d'une personnalisation. Quand on parle de personnalisation, bien, on parle exactement de ce que font les jumeaux numériques parce qu'on vient personnaliser.
Puis je vais faire une petite parenthèse, juste rapidement dire, ça sert à quoi un jumeau numérique humain? J'ai présenté la technologie, mais je veux dire, la première utilisation médicale de BioTwin, c'est le dépistage précoce de différents cancers. Bien, ça, tu vois, j'ai une question pour toi. Parce que si nos métabolites varient, quand tu dépistes, admettons que tu trouves quelqu'un qui a justement le cancer du sein, parce que je sais que tu es en train de faire ça, quand tu trouves quelqu'un, je m'excuse, quand tu trouves quelqu'un qui a le cancer du sein, est-ce que c'est une donnée fiable dans le temps? Si ça change, par le temps que tu perçois le métabolite, ça veut dire qu'il est là depuis un moment et il ne disparaîtra pas parce qu'elle va prendre, tu sais, il y a toutes sortes de mésinformations pour prendre du gingembre, tu sais. Ce métabolite-là ne disparaîtra pas parce qu'elle a pris du gingembre, par exemple. Très bonne question. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, si on prend les métabolites, contrairement à un marqueur génétique, si on prend Angelina Jolie qui a 3 marqueurs génétiques du cancer du sein, ben, elle avait ses marqueurs génétiques à 3 ans et elle va les avoir à 75. Ça ne change pas. Les métabolites, c'est souvent généré ou extrait par nos cellules. Donc, les cellules cancéreuses vont avoir des métabolites spécifiques aux cellules de cancer que nous, on est capable de détecter. Donc, plus la masse cancéreuse est grosse, plus il y a de cellules, plus la quantité va être élevée. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Contrairement à la génétique, on peut quantifier la mesure des biomarqueurs. La technologie de BioTwin ne fait pas juste détecter les biomarqueurs reliés à une tumeur, on peut détecter les biomarqueurs liés au corps qui réagit à la tumeur. Donc, il y a un potentiel très fort. Il y a une certaine limite que je veux dire en partant. BioTwin ne vise pas à être et n'est pas un test de diagnostic. BioTwin, l'avantage, c'est que le coût est très, très bas. C'est un petit échantillon qu'on peut faire, qu'on envoie par la poste, présentement, qu'on offre gratuitement aux usagers là, sur notre site web. Donc, et ce qu'on vise, c'est d'être un outil d'aide à la décision aux médecins. Donc, on ne veut pas remplacer la mammographie, les tests de diagnostic ou les biopsies. Nous, on est là parce que ce que fait BioTwin, c'est une corrélation et non une causalité. Donc, nous, on apporte des informations, des corrélations aux médecins qui, présentement, n'ont pas accès. Si une femme a un cancer du sein asymptomatique, elle n'est pas au courant, mais nous, on peut lever un petit drapeau rouge. On va dire aux médecins, nous, on détecte une signature. Et là, le médecin va pouvoir prendre la corrélation, analyser, valider avec les bons tests s'il y a causalité. C'est très intéressant parce que ce que tu dis, c'est que, admettons, à une certaine quantité, tu le détecteras pas, le métabolite. Rendu à une certaine quantité, tu le détectes. C'est pas clair que le cancer est déjà en voie de grossir, si je peux dire, mais c'est au moins une façon de déterminer, admettons, vu qu'on sait que les cancers arrivent beaucoup plus jeunes maintenant, c'est une façon de déterminer, bien, chez ces jeunes-là, ils devraient aller en dépistage par rapport à les autres où tu ne détectes pas ce métabolique-là. Fait que ce que tu fais, c'est que tu simplifies la décision d'aller en dépistage pour les groupes qui ne sont pas nécessairement à risque, si je comprends bien. Mais ça, est-ce que si les quantités sont très faibles au niveau métabolite, est-ce que le dépistage classique va le détecter aujourd'hui? C'est des super de bons points. Là, je vais faire une parenthèse. BioTwin est présentement en mode projet de recherche. On n'est pas encore en commercialisation. On en parlera. On vise de tomber aux Émirats arabes. On expliquera le lien prochainement. Mais présentement, on est en mode recherche. Donc, on sort des informations suite à nos projets de recherche pour mener à la commercialisation. Non. C'est ce qui est bien. On a quand même des règles à respecter. On veut s'assurer que la donnée est probante. Et ce qu'on doit faire attention, c'est que c'est pas parce que vous avez une ou des cellules cancéreuses que vous avez un cancer. Exactement. Donc, il y a un stade précancéreux et ensuite, on a un stade 1. Le gros défi de BioTwin, parce que l'avantage de la technologie, c'est pas juste de dépister un cancer, mais on vise à commenter quel est le sous-type de cancer du sein et quel est le stade du cancer du sein. Notre gros défi qu'on est présentement dessus, c'est de différencier un pré-cancer d'un stade 1. Parce qu'un pré-cancer, on ne veut pas envoyer quelqu'un dans le système de santé qui n'a pas à l'être. On ne veut pas surcharger le système de santé. Donc, on pense avoir la précision. Nos résultats internes nous démontrent qu'on va être capable de les différencier et qu'on pourrait identifier quelqu'un comme précancéreux. Ce qui veut dire qu'il n'y a peut-être pas de test à faire. C'est plutôt un drapeau jaune qu'un drapeau rouge. Mais
des fois, il y a des femmes qui, malheureusement, vont sauter ou n'iront pas à leur dépistage. Bien, un drapeau jaune veut peut-être dire qu'il y aurait peut-être lieu d'être suivi. Mais je te dirais que si tu rajoutes le drapeau jaune avec, admettons, le BRAC ou tu rajoutes avec le RAD51, qui sont des gènes, ce sont 2 gènes. Le BRAC, tu as un BRAC1, BRAC2. BRAC1, dépendant de la littérature que tu lis, tu as 75 de chance de... Marqueur génétique. Le marqueur génétique, oui. Okay. Tu as 75 de probabilité de développer un cancer du sein. Un BRAC2, si je me souviens bien, c'est autour de 60 Fait que si tu as ça en plus, puis tu es dans la zone jaune, bien là, c'est sûr que ce que tu viens de faire, c'est vraiment améliorer toute la chaîne de dépistage. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu fais, c'est en plus de ça, on sait que le côté immunologique peut aider à se battre contre le cancer. Fait que pour une pharma, par exemple, de pouvoir dire, bien, on va tester si tel médicament prévient. Ils peuvent voir le métabolite s'il a baissé en utilisant tel médicament qui a stimulé le système immunologique, le système de... I'm looking for my word in French. C'est immunitaire. Merci. Immunity. Je vais donner... Puis là, je parle dans la vision plus future, mais une des applications de la technologie, c'est la simulation du traitement. C'est la 3e étape de notre projet d'oncologie, mais je prends le cancer des ovaires, qui est un des cancers qu'on vise de dépister. C'est un cancer qui est extrêmement agressif, qui est très rapide, qui souvent va passer du stade 1 au stade 4 en quelques mois. J'y vais de mémoire, là, je ne suis pas spécialiste, je crois que c'est la radiothérapie qui, malheureusement, a un taux de succès seulement de 12 Ça veut dire que 88 des femmes qui font un traitement de radiothérapie le font inutilement. C'est radio-chimio, mais si BioTwin, ce qu'on vise à faire, c'est d'arriver à simuler chez une patiente la réaction au traitement. Donc, si vous, encore là, on donne l'information à son clinicien, mais si nous, on fait une simulation, on dit, on pense que votre taux de succès est de 80 ou au contraire est de 20 c'est pas nous qui va prendre la décision, mais le médecin a une décision en s'assisant avec sa patiente, dire, écoutez, madame, c'est un cancer qui est mortel, comment voulez-vous passer les 6 prochains mois? Voulez-vous être dans un lit d'hôpital parce que vous avez un traitement très dur, vous avez peu de chances de réussir, ou au contraire, ce n'est pas à nous à donner la réponse, mais nous, on amène une information nouvelle supplémentaire pour le médecin afin qu'il puisse prendre une meilleure décision. Ça amène l'idée de jumeau numérique à un autre niveau. C'est pas seulement un outil de diagnostic, un jumeau numérique. Tu avais fait l'analogie avec l'avion. C'est pas seulement de pouvoir observer des choses dessus, mais c'est aussi de pouvoir tester des idées dessus. Parce que si on est capable de se dire ça, c'est suffisamment fiable à la réalité, c'est parce qu'on comprend suffisamment bien les mécanismes sous-jacents, c'est-à-dire un rotor qui tourne pour un aile d'avion ou la biochimie dans le corps humain, bien, ça veut dire qu'on est capable de faire un test sur ce jumeau numérique-là. Je vais donner un bon exemple. Juste précis, l'exemple dans l'aviation, tous les compagnies aériennes utilisent des jumeaux numériques, mais il n'y a aucun jumeau numérique qui répare les avions. C'est les ingénieurs et les techniciens de maintenance qui vont prendre l'information et ça améliore grandement leur travail. Donc, on va flaguer, identifier plus rapidement certaines choses. Mais en termes de simulation, les éoliennes, aujourd'hui, ont tous des jumeaux numériques. J'aime dire qu'en 2025, il n'y a plus aucune éolienne qui brise. Pourquoi? Lorsqu'un technicien de maintenance d'éoliennes se déplace, fait un 5 heures de route pour aller visiter le parc d'éoliennes, on va prendre les jumeaux numériques des 60 éoliennes, on va simuler la météo des 6 prochains mois, une utilisation des 6 prochains mois, on va voir quelle pièce va potentiellement briser ou va avoir un problème, et on fait de la maintenance préventive. Donc, on n'a plus à réagir, on peut être en mode prévention. Oui. Donc, ils l'ont amené à l'autre niveau parce qu'ils ont aussi fait un jumeau numérique de l'environnement dans lequel l'éolienne vit. Donc, non seulement on comprend bien comment l'éolienne est impactée par l'environnement, mais on est capable de faire de la saisonnalité sur la météo, la température, la pluie, peut-être d'autres éléments si c'est en milieu marin, donc la salinité de l'air. On est capable de... On a fait... Le jumeau numérique, c'est pas que l'éolienne, finalement. C'est aussi l'environnement. Le jumeau numérique, c'est le concept de collecter énormément d'informations sur une entité physique qu'on va répliquer virtuellement et qu'on va suivre dans le temps. Donc, la phrase fétiche que j'aime dire aux gens, c'est « aidez-nous à vous aider ». Présentement, on est dans les débuts des technologies de jumeau numérique, mais moi, je rêve un jour où notre jumeau numérique va avoir toute votre information métabolomique, toute l'information de vos protéines, toute l'information de votre
de vos ADN, de votre transcriptomique. Et même, si on parle qu'une cellule, c'est une petite industrie en tant que telle. On a 57 trilliards de cellules dans le corps humain. Fait qu'imaginez le jour où on a 57 trilliards jumeaux numériques pour chacune de nos cellules du corps humain, toutes mis ensemble. On n'a pas les capacités, on n'est pas là aujourd'hui, mais dans 5, 10, 15, un jour, on va être là et on va être capable d'être vraiment suivi en temps réel. C'est la médecine du futur. Puis ton 12 tu serais capable d'identifier ceux qui réagiraient bien à la chimio et donc, tu serais capable d'identifier ce 12 %-là. Donc, le médecin pourrait offrir aux patients, vous risquez d'être dans la catégorie qui va bien réagir. Donc, ça vaut peut-être la peine de passer à travers. Je vous explique. C'est un bon exemple d'expliquer concrètement comment fonctionne la technologie. La limite de la technologie, c'est qu'on doit tout apprendre à notre intelligence artificielle. Donc, si on a des femmes qui ne réagissent avant de pouvoir simuler le traitement, j'ai besoin de potentiellement 50 à 100 femmes qui ne réagissent pas bien au traitement et 50 à 100 femmes qui réagissent bien. Mon intelligence artificielle va arriver à faire une combinaison unique, une signature de biomarqueurs du bon profil biologique et du mauvais. Et ensuite, lorsqu'une femme va nous donner un échantillon, on va faire une corrélation. Et ce qu'on va donner au médecin, c'est simplement une corrélation avec une couleur vert, jaune, rouge qui dit voici la corrélation avec le succès ou avec l'échec du traitement. Ce n'est pas une conclusion. Il y a toujours des exceptions, mais c'est un outil. C'est une probabilité. Bien, présentement, c'est de l'essai-erreur. On va dire, bien, madame, voici les statistiques. Est-ce qu'on l'essaye? Puis je vulgarise beaucoup l'oncologie. Là. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne suis pas oncologue, mais je résume un peu les possibilités de la technologie, de ce qu'elle peut faire. Comment on fait pour se retrouver dans les faits? Parce que là, on vient de dire probabilité. Tu vois, j'allais faire un push parce que je me dis, du moment que tu dis quelque chose à un patient, sa première porte, c'est qu'il n'a pas compris en général, il s'en va sur le web pour s'informer. Fait que ça va demander toute une éducation au niveau... parce que théoriquement, c'est le patient qui prend la décision. Moi, je vais essayer ça ou moi, je n'essayerai pas. Mais quand il n'est pas bien aiguillonné, quand il n'a pas bien compris, même si tu lui as donné un traitement, il ne suivra pas parce que tout à coup, il a trouvé quelque chose sur le web qui dit, non, si vous prenez ça, là, ça va vous causer tel problème. T'sais. Fait qu'il arrête son traitement à la mi-chemin. T'sais. Et c'est là que tu interviens avec c'est là que j'interviens, mais c'est ce qui est génial. Fait que toutes ces technologies-là se rejoignent parce qu'il y a tout le travail qui se fait au niveau de trouver des technologies qui vont aider avec les traitements, mais il y a tout le travail qui se fait au niveau de l'éducation du patient pour que lui ou elle prenne la décision de la suite des choses. Non, puis moi, je veux dire, Lina, les plateformes comme les tiennes sont cruciales. Le défi numéro 1 de BioTwin, c'est l'éducation. C'est éduquer les patients, éduquer les professionnels de santé, éduquer le système, parce que ça peut faire peur. On va dire, l'intelligence artificielle, vous me dites que j'ai ci, j'ai ça. Donc, c'est crucial d'avoir une éducation, parce que malheureusement, on n'a pas le temps, on peut pas tout faire en même temps, mais j'aime qu'il y ait des plateformes comme la tienne qui soient capables de prendre les gens, de dire, écoutez, surtout avec tout ce qui s'en vient, les chats GPT, les ci et ça. Oui. Puis ce qui est intéressant, surtout chat GPT, ça me fait freaker, là, excusez-moi, mais parce que quand tu regardes la source de données, tu sais jamais c'est quoi. Quand tu regardais au mois de juillet, c'était Reddit, sa source majeure de données. 40% de ces informations venaient de Reddit. Puis ça change dans le temps. Puis comme Reddit s'en va vers du ad, vers la publicité, ça va causer encore plus de problèmes. Fait que c'est sûr que c'est pas des sources qui sont faites pour bien informer les patients. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il va falloir informer les patients. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'il y a une grosse fondation aux États-Unis avec laquelle on chemine en ce moment. Et puis, ils nous ont demandé de faire, potentiellement, de faire quelque chose pour les patients, mais de faire quelque chose pour les professionnels. Puis, dans ma tête, quand ils m'ont posé la question, je me suis demandé, est-ce qu'on veut juste séparer ces deux trucs-là ou tu veux offrir aux deux en même temps? Puis je ne sais pas c'est quoi la réponse. Il y a une question d'éthique ici, là. Tu sais, est-ce que tu veux empêcher le patient d'aller du côté professionnel? Je ne le sais pas. Mais, tu sais, toi, c'est clair qu'il va falloir que tu fasses beaucoup d'éducation avec le médecin parce qu'ils se sentent surchargés déjà. Et là, tu rajoutes quelque chose dans ce qu'ils ont déjà à faire. T'sais. Puis ce genre d'informations-là, ce genre d'outils-là, il a fallu choisir, il a fallu faire un choix éventuellement où est-ce qu'on met nos efforts parce que la médecine personnalisée, on pourrait aller jusqu'à dire un traitement, ça peut être une alimentation saine. Donc l'alimentation n'est pas très loin de la médecine personnalisée. Donc à quel moment est-ce qu'on s'est dit mon cheval de bataille, ça va être le cancer du sein? Est-ce que vous faites d'autres choses que le cancer du sein?
Oui. Et c'est une très bonne question parce que quand BioTwin a débuté, moi je le répète, je viens pas du domaine de la santé. Donc la vision initiale de BioTwin, c'est on va aller dans le domaine du mieux-être. Il y a un champ de la santé qui est la prévention qui passe par la nutrition et l'activité physique. Fait qu'on s'est dit, on a lancé, on a même gagné un beau concours de la pharmaceutique Novo Nordisk qui nous ont financé un jumeau numérique dans l'obésité pour aider la perte de poids. Puis, je vais vous dire quelques petits exemples de choses qu'on peut faire. Présentement, vous allez voir votre nutritionniste pour perdre du poids. Il y a 7 à 8 possibilités. Vous avez de la médication, vous avez l'entraînement, vous avez différents plans alimentaires, vous avez le psychologique. Malheureusement, c'est de l'essai-erreur. On va vous poser des questions. La nutritionniste, elle est formée pour ça, mais on n'a pas d'indication de savoir qu'est-ce que vous allez mieux réagir. Dans un hôpital, on peut essayer 2, 3 qui est payé par l'État, mais après ça, si les psychologues n'ont pas marché, le nutritionniste n'a pas marché, malheureusement. Donc, ce que BioTwin peut faire, c'est que non seulement on est capable, puis je vais te prendre comme exemple Rémi. Rémi, si tu me donnes quelques gouttes de toi, je peux créer ton jumeau numérique, mais ensuite, je suis capable de créer une version de toi qui est obèse morbide. Parce que dans notre banque de données, on a des gens obèses morbides. Je te rassure, on a aussi des athlètes olympiens. Donc, on serait capable de faire 2 versions de Rémi. Et à chaque fois que tu nous envoies des échantillons longitudinaux, on peut dire, Rémi, ta biologie se rapproche de quelqu'un d'obèse, se rapproche de quelqu'un de physique. Et des fois, il y a des gens qui vont être obèses, mais c'est... j'ai pas le type de gras, mais qui ne paraissent pas nécessairement. Mais, donc, on est capable de voir au niveau biologique où tu te situes. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme on parlait tantôt, on peut arriver avec les différentes simulations. Bien, Rémi, on va simuler un programme alimentaire végétarien ou keto aussi, ou ça. Comment ça pourrait réagir, différents programmes physiques. Bref, BioTwin a commencé avec ces premiers outils-là, mais assez rapidement, je suis chanceux d'être bien entouré dans des accélérateurs et tout, et j'ai réalisé qu'en Amérique du Nord, malheureusement, si une compagnie fait du wellness, du mieux-être, elle ne réussira jamais en santé. Et je peux comprendre, il y a plusieurs... malheureusement, le wellness, ce n'est pas une industrie qui a plein d'informations non factuelles. On met en opposition l'industrie du bien-être et l'industrie de la santé, c'est ça que tu dis? Wellness, bien-être et santé, ils sont en compétition? Ils sont incompatibles. Pourquoi? Parce que malheureusement, tout ce qui est wellness, il n'y a pas la rigueur scientifique du domaine de la santé. Le domaine de la santé, c'est régi par des Santé Canada, par des organismes. Ça va prendre des publications, ça va prendre des résultats. Nous, on se doit de donner des résultats probants. Donc, il y a des structures en place. Le domaine du wellness, ben, tu regardes ce qui est marqué sur la boîte. Si on parle des suppléments alimentaires, il y a d'excellents suppléments alimentaires. Tout le monde a besoin de vitamine D. Il y en a des terribles aussi. Oui. Exactement. Et c'est pas parce que c'est marqué vitamine D que, je veux dire, c'est pas mesuré. C'est un champ beaucoup plus libre. Je suis pas expert. C'est vrai que tous les compléments alimentaires passent pas par les mêmes requis et prérequis que les médicaments. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on ingère et si c'est mauvais et mal fait, ça peut être dangereux. Et puis, on parle de ça. Puis, les suppléments pour la mémoire en Alzheimer, par exemple, là, c'est l'horreur. Et c'est même pas ce qui est marqué sur la boîte que les gens vont avoir quand ils le prennent. Ça, vous êtes en mesure de les accompagner pour ça? Bien, ça, nous, on les accompagne pour les suppléments qui sont reconnus, qu'il y a eu des études dessus. C'est ça la différence entre factuel. Puis, je comprends ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Avec le petit drapeau jaune qui dit, ben lui, on n'a pas assez d'informations. Oui, exactement. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'en wellness, si ton outil fonctionne, peut-être que tu vas faire beaucoup d'argent avec ta compagnie. Puis peut-être que tu aides la personne. Mais ce n'est pas evidence proven. C'est pas basé sur l'évidence scientifique. Alors, c'est quand tu achètes le produit, tu sais pas ce que ça va donner, tu mets ton argent là, mais toi, si tu te sens mieux. Puis oui, peut-être que ça va plus vite pour une entreprise en wellness de se rendre au marché, parce que si tu deviens quelque chose de viral, ben là, tout le monde embarque, puis tu vas faire de l'argent, mais c'est pas en général. Je te dis pas qu'il y en a pas des meilleurs que d'autres, mais c'est pas evidence proof en général. Donc, c'est pour ça qu'en santé, ils se méfient un peu. C'est pas qu'ils aiment pas le wellness, ils adorent la prévention parce que ça réduirait beaucoup des coûts. Moi, je considère... Mais il y a trop de charlatans. Il y a trop de charlatans. Le pourcentage de charlatans n'est pas là. Puis je veux pas bâcher les digital health en wellness parce que j'en connais qui sont excellentes. Mais c'est que c'est pas... c'est en général pas aussi assis sur l'évidence scientifique que ce que c'est en santé. Donc là,
le risque, c'était que si on se rapprochait trop du bien-être, du wellness, on allait mettre en péril la crédibilité de la santé. Si on commençait à commercialiser en wellness, on n'aurait jamais la crédibilité de commercialiser en santé. Donc, malheureusement, ça a été dur et ça a coûté cher. On a dû renoncer à faire des revenus en wellness. Et on s'est limité, on a trouvé un champ de la médecine qui s'appelle, en anglais, lifestyle medicine, la médecine de mode de vie, qui est une médecine de prévention. Donc, c'est des médecins qui vont te suivre pour 6 piliers très importants pour la prévention, qui est souvent lié à l'obésité ou au diabète, mais la nutrition, l'activité physique, le sommeil, le stress, les substances à risque comme alcool, tabac, marijuana, et ton cercle d'amis. Donc, BioTwin, c'est dit, comme on est quand même capable de faire différents services, mais on va limiter une offre de base, parce que BioTwin est en mode recherche. Les gens qui embarquent avec BioTwin nous aident à avancer nos projets de recherche. Mais pour les remercier, on a fait une offre de base en médecine de mode de vie pour leur donner certaines indications. Donc, on est dans un domaine que je vais appeler semi-médical, qui ne nous demande pas d'approbation pour donner un résultat, mais on se limite, on ne charge pas. C'est à titre, même c'est légalement, c'est un point de vue de divertissement et non d'un point de vue médical qu'on offre ça, mais c'est ce qu'on s'est limité. On regarde pour embarquer tranquillement une option longévité parce que ça devient de plus en plus à la mode. On a des biomarqueurs très pertinents liés à la longévité qu'on est capable d'avoir. C'est quand même un champ qui a une bonne crédibilité médicale. Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Donc ça serait les 2 exceptions qu'on va se garder non médicales. Mais pour en venir, on a réalisé qu'on devait se lancer dans le domaine médical et on a regardé les différentes conditions. Ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on devrait attaquer en premier? Il y avait la cardio, il y avait les maladies neurologiques. On a choisi l'oncologie, on a choisi le cancer parce que tout le monde est touché de proche ou de loin par le cancer. Maintenant qu'on se rend à 80 ans, on a pas mal de chances de se rendre à un cancer. Ou c'est un parent, ou tu es obligé t'es un proche aidant, tu sais. Fait que c'est pas toi, c'est autour de toi. Et la partie la plus, je vais dire, facile de notre technologie, c'est le dépistage précoce versus les simulations, c'est plus complexe, mais dépister. Et on a initialement choisi 4 cancers qui sont les plus asymptomatiques, donc avec les taux de mortalité les plus élevés, pancréas, ovaire, côlon et poumon, parce que souvent, on n'a pas de symptômes avant un stade 4. Non, fait que pas juste le cancer du sein. Non. D'ailleurs, le cancer du sein n'était pas le premier. On a choisi ces 4-là parce qu'on s'est dit, si nous, on arrive à détecter de manière précoce ces cancers-là avec un petit test facile, le cancer du pancréas, il n'y a aucun moyen de le dépister. Pour qu'on vous diagnose un cancer, c'est soit du pancréas, c'est soit une biopsie, c'est soit un IRM. Aucun des deux, on va vous prescrire, à moins que vous ayez un symptôme. Et pour que ce soit visible, de toute façon, le symptôme est souvent déjà trop tard. Exactement. Ouais, exactement. Donc, on s'est dit, on a une grande valeur ajoutée, on peut avoir un impact majeur sur ces 4 cancers-là. On a lancé nos projets de recherche qui étaient quand même ouverts à la population et rapidement, ce qu'on a eu, énormément de gens en cancer du sein et en cancer de la prostate qui sont parmi les cancers les plus prévalents. Donc, on s'est dit, on va élargir à 2 cancers supplémentaires et on a réalisé ce qui est bien avec le cancer du sein, c'est qu'il est extrêmement bien, je pourrais dire, documenté. On le connaît bien. Il y a des programmes de dépistage en place. Donc, c'est facile pour BioTwin d'aller établir la valeur ajoutée comparée à la mammographie. Donc, BioTwin, on vise une précision de sensibilité, un taux de détection qui est comparable, sinon meilleur à la mammographie, mais un coût qui est facilement 20 fois plus bas. Avec, bien sûr, c'est moins invasif, c'est moins douloureux. Je n'ai jamais eu de mammographie, mais on me dit qu'on préfère nous donner une goutte de sang que faire... Pire. Moi, je n'ai pas fait non plus, mais des sources que j'ai, c'est moins douloureux que ce qu'on pense. Mais j'ai plusieurs questions. La première, quand tu dis que c'est beaucoup moins coûteux, c'est une goutte de sang versus une prise de sang qui est déjà... moi, j'aime pas les prises de sang. Une fois sur 2, je fais un malaise. Pourquoi c'est moins coûteux? Votre solution que vous offrez et l'analyse que vous faites derrière, en quoi elle est moins coûteuse aujourd'hui? Moins coûteux que les systèmes de... Classiques. Dans le cancer du sein, c'est principalement la mammographie. Maintenant, au privé, aux États-Unis, on a des prises de sang qui permettent de faire de l'analyse. C'est de l'analyse des parties de la tumeur, de l'ADN de la tumeur dans le sang. Biopsie. Donc,
On parle d'environ entre 500 et 4000 US, dépendamment de la compagnie qui fait ça, qui sont quand même des tests intéressants. Je vous dirais, c'est ce qui se fait de mieux. Parce que la seule autre option, c'est la mammographie qui n'est pas idéale. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est moins cher? Mais le fait que ça soit une goutte de sang à la maison ne demande pas d'infirmière, ne demande pas une prescription de médecin. Donc, c'est plus simple. Et le fait que BioTwin ait ses propres laboratoires, au lieu d'envoyer à l'externe, on a réussi à réduire les coûts d'analyse énormément en maximisant énormément l'intelligence artificielle. Parce que la beauté de BioTwin, c'est qu'avec un kit d'échantillons, on est capable de voir, c'est pas un kit d'échantillons par cancer. C'est à partir de le même échantillon qu'on fait d'échantillons, c'est l'intelligence artificielle qui va différencier. Parce que nous, chaque échantillon peut suivre jusqu'à 285 000 biomarqueurs et c'est l'intelligence artificielle qui va les différencier. Donc, toi, là, tes bases de données, admettons, tu as une base de données avec tous les métabolites qui sont reconnus comme étant des métabolites pour le cancer du sein, pour le cancer du côlon, on a parlé de la prostate, du pancréas, etc. Et toi, tu n'as qu'à demander à ton outil de faire la comparaison entre l'analyse qui vient de rentrer et ce que tu trouves dans tes bases de données qui sont des signaux clairs que cette personne-là a probablement un cancer. Oui, c'est le principe est là, mais on a fait un gros effort pour différencier. Il y a deux aspects. Donc, on a une marque non médicale qu'on appelle TwinMe, ou en français Jumelez-moi. Oui. Ça, c'est l'action de bâtir son jumeau. Parce que BioTwin, c'est pas un test de laboratoire. C'est pas donnez-moi un échantillon puis cancer, pas cancer. Oui. Malheureusement, ça me prend plus qu'un échantillon. Okay. Ça me prend minimum 3. Okay. Idéalement, dans un kit qu'on envoie gratuitement, il y en a 10. Comme on parlait que ces biomarqueurs-là changent énormément. Pour moi, bien créer le profil de l'individu puis enlever tout le bruit de la variation, ça me prend plus qu'un échantillon. Okay. Fait qu'on n'est vraiment pas un test de laboratoire. Donc, on est vraiment... Vous bâtissez votre jumeau. Vous pouvez, là-dessus, vous avez des questionnaires de vie à remplir. Vous avez des différents devices parce que lorsque quelqu'un développe un cancer, il peut avoir plus que juste le biologique. Il peut avoir de la fatigue, il peut avoir différentes choses. Donc, notre signature ne se limite pas à des biomarqueurs. Ce qu'on fait, c'est que vous créez votre jumeau. Nous, on a créé déjà des corrélations, des signatures avec différentes conditions. Et lorsqu'on voit qu'il y a une corrélation qui dépasse un certain threshold ou niveau, c'est là qu'on va lever un drapeau, qu'on va... Donc, quand tu crées ton jumeau, tu as dit 10 échantillons. C'est 10 échantillons à travers le temps. C'est à travers une semaine ou à travers un mois ou 6 mois que tes échantillons sont. Puis la variabilité, admettons, là, parce que là, je suis en train de penser éducation patient. Si le patient ne suit pas exactement la procédure, si je peux dire, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Nous, oui et non. Nous, on envoie un kit aux patients qui inclut 10 échantillons. On leur en demande un 7. Ils nous en donneraient 5, ça serait suffisant. 3, on peut se débrouiller s'ils sont bien faits. Il n'y a pas, est-ce qu'on les veut le matin, le soir? C'est la beauté. On veut à peu près n'importe quoi parce que j'ai besoin de voir, après avoir mangé, si c'est le matin, si c'est la fin de semaine, comme un individu, son métabolisme va changer énormément parce qu'on a toutes des vies différentes. Normalement, sur le cours d'une semaine, c'est là qu'on prend les échantillons, on arrive à le faire. Il y a des individus qui nous envoient un kit par année. Je rappelle qu'on n'est pas en mode commercialisation. Il y en a qui le font à tous les jours. On a des gens qui sont très motivés, qui veulent avoir le meilleur jumeau. C'est aucunement c'est pas nécessaire de le faire à tous les jours. Mais les gens qui me demandent combien de fois je devrais le faire, la réponse que je donne, c'est lorsqu'on sera en commercialisation et on parle avec un pays présentement pour implanter le dépistage du cancer, fort probablement que la santé publique va couvrir un kit par année. Mais ensuite, si une femme a dit, moi, j'ai 3 marqueurs du cancer du sein, ça roule dans ma famille, ça va me faire plaisir de payer 2 tests de plus. La question que je pose, c'est, si je serais pour vous dépister un de 6 cancers différents, à quelle fréquence voudriez-vous le savoir? Vous êtes à l'aise de le savoir aux 12 mois, aux 3 mois, aux 2 mois, c'est un peu, vous allez avoir votre réponse. Moi, si votre jumeau n'est pas à jour, je ne peux pas le détecter. Il y a des cancers non urgents que c'est correct. Mais quand on parle d'un cancer des ovaires Est-ce que quand vous récupérez la donnée, vous demandez juste l'échantillon ou vous demandez un peu plus d'informations sur c'est pris à quel moment de la journée? Est-ce que, par exemple, la veille, vous étiez en soirée? Est-ce que vous avez mangé une alimentation saine récemment? Est-ce qu'il y a ces données-là en plus pour être capable de
puisque tu disais que c'était très variable. Est-ce que vous l'avez aussi? Oui, présentement, on ne se connecte pas au dossier médical patient. Ça sera quelque chose qui va grandement aider dans le futur. Ce qu'on demande avec l'échantillon, chacun des échantillons, puis j'en garde tout le temps un exemple avec moi, là, je ne suis pas proche de la caméra, mais c'est vraiment, on se pique le doigt, je me pique le doigt, je mets une goutte de sang directement. Donc, j'ai la date et l'heure de l'échantillon, ainsi qu'un code d'usager pour avoir une certaine dépersonnalisation. À chaque échantillon, on demande un questionnaire journalier. Donc, vous prenez votre... C'est quand la dernière fois que vous avez mangé? C'est quand la dernière fois que vous avez fait votre activité? Au moment de la prise, c'est ça? Exactement. Dans les débuts, on les forçait moins parce qu'on arrive quand même à détecter plusieurs choses. Là, maintenant, on va mettre obligatoire. Vous avez des questionnaires à nous remplir. On veut savoir vos conditions de santé. Ouais. Donc, on a 12 questionnaires généraux. On en oblige 3 pour avoir le minimum de résultats. Mais plus un individu, on a un questionnaire qui vous demande, vous avez des animaux domestiques à la maison. Vous n'avez pas marqué non. Mais si quelqu'un a 7 chats, c'est certain que dans sa biologie, dans son métabolisme, on va détecter des contaminants qu'une personne qui n'a pas 7 chats ou qui n'a pas de chien n'aura pas. Donc, c'est plus facile pour nous. Si notre intelligence artificielle a déjà l'information, on est capable de les associer, de les mettre là. Donc, ça aide à avoir un jumeau plus complet. LP, on se connaît déjà depuis plusieurs années, puis ce que tu nous présentes là, c'est vraiment balancé. C'est super excitant. Je vois les impacts au niveau du wellness, on en parle plus tôt, au niveau de la santé. Je me rappelle d'une époque où est-ce que tu portais 2 types de Fitbit. 4 pour mesurer l'ensemble des signaux qui est pertinent dans ton corps humain. Moi, je trouve ça trippant de voir où ça s'en va. Mais tantôt, on y a fait allusion, là, c'est pas au Québec que ça va commencer, ça. Pourquoi? Écoute, juste une petite parenthèse. J'avais 3 montres, une Whoop, une Fitbit, j'ai ma Garmin, j'avais la Oura. Pourquoi? Ben, c'était pour les comparer. Vous seriez surpris de voir comment les résultats n'étaient pas les mêmes. Normalement, on en a juste un, mais plus on s'éloigne du capteur, donc plus on a des couches d'IA, plus on s'éloigne, je dirais, de la vérité. Puis je prends l'exemple du sommeil. Le sommeil, c'est un mélange de différents capteurs de mouvement avec le rythme cardiaque, c'est des formules, mais je pouvais me lever le matin, puis j'ai ma bague qui me disait « Wow, super de bonne nuit », puis j'ai ma montre qui me dit « Hey, vraiment, là, t'as du sommeil à rattraper, ça m'a arrêté. » Écoute, faut que je partage, là, mon chum en porte 2. Puis il y a quelque chose d'autre pour la nuit. Puis là, quand il me dit « Ah, j'ai mal dormi », je dis « Ben laquelle t'as vérifié, là? Va vers celle où t'as bien dormi. » Puis il fait l'apnée du sommeil. C'est ça qu'il présente à Québec aujourd'hui. Fait que lui, c'est... Mais c'est le domaine du wellness, mais... généralement sont quand même très bonnes et c'est mieux que rien du tout. Je veux dire, c'est une information qui est pas parfaite et quand même mieux que rien du tout. La fausse information, on n'en veut pas, mais là, c'est qu'elle est incomplète, si je comprends bien, c'est ça? C'est ça. En moyenne, elle est quand même bonne. Elle permet de faire des tendances. Elle a, j'ai pas 4 heures de différence. C'est souvent sur la qualité du sommeil, c'est souvent, et il s'améliore aussi. Mais d'où chaque individu a son propre niveau de confort avec les technologies. Moi, j'ai le père d'un de mes amis qui est présentement diagnostiqué d'un cancer, qui ne veut rien savoir du type de cancer, de traitement ou rien, ça ne l'intéresse pas. Comme il y a des gens, moi j'ai fait tous les tests génétiques qu'il n'y a pas, je suis un data addict, mais j'ai des membres de ma famille qui s'ils ont un facteur de risque, ne veulent rien savoir, vont être stressés à tous les jours. Je dis, moi, tu me le dis quand j'ai la maladie, sinon tu m'en parles pas. Fait que c'est un peu la même chose, d'où l'importance d'avoir des applications comme les tiennes pour bien éduquer les gens. Et pour revenir à ta question qui était, on avance, mais malheureusement, on a un succès limité au Québec. On a quand même bien du succès. On a énormément de support des différents gouvernements, d'accélérateurs, mais malheureusement, on a un système public qui est à une vitesse. Et la vitesse est souvent celle du maillon le plus faible du système. Donc, c'est pas un système qui est optimisé pour intégrer de l'innovation. On a plus de facilité à importer l'innovation existante plutôt qu'en mettre en place. Donc, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de support des gouvernements pour développer la technologie, mais maintenant que c'est le temps de la pré-commercialiser, de la déployer, c'est un défi. Mais le défi n'est pas au niveau du gouvernement. Il était là. C'est au niveau des acteurs qui l'intégreraient, c'est ça?
De mon opinion, Ignace Ricoeur-Wallerstein, c'est un ensemble de toutes ces choses. C'est pas la faute à personne, mais c'est de la faute à tout le monde. C'est pas... On a des médecins qui sont très intéressés, on a des patients qui veulent, mais là, le gouvernement, oui, mais là, il y a ci, il y a ça, ils ont d'autres réalités, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Manque d'éducation aussi. Ce que je me suis fait recommander, j'ai 2 ministères différents qui m'ont dit, poliment et gentiment, pourquoi tu ne vas pas commercialiser dans un autre pays, puis reviens nous voir après? Ils veulent pas prendre le risque. Oui. Pourquoi être le premier, prendre le risque et risquer que ça marche pas? Puis là, alors Ils se font taper sur les doigts. Si ça n'a pas fonctionné, ils se font taper sur les doigts. Ça prend des endroits où l'argent est un petit peu plus facile pour être capable de tester ces innovations-là. Et chez nous, l'argent n'est pas facile. Et c'est une question de motivation ou c'est une question de peur? Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il n'y a pas beaucoup d'études économiques qui sont faites. Qu'est-ce que c'est le coût de quelqu'un qui apprend qu'il a le cancer de l'ovaire trop tard? C'est énorme le coût, au point de vue médicaments, au point de vue traitement. Si cette personne-là, c'est une femme évidemment, si elle avait appris avant, on aurait sauvé des coûts extraordinaires au système. 3 à 4 fois. 3 à 4 fois. La prévention, la détection préventive permet de faire ces gains-là. Un cancer traité en stade 1, généralement, les cancers traités en stade 1, on parle de 3 à 4 fois moins cher les coûts qu'un cancer détecté en stade 3 ou 4 qui peut être aux alentours de 150 à 200 000. Puis là, on ne parle pas du coût de vie humaine. Cancer du côlon détecté en stade 1, 90 de taux de survie. Détecté en stade 4, 10 de taux de survie. Mm-hmm. Oui, puis là, c'est ça, toi, tu parles pas, en plus de ça, de tous ces gens-là qui vont pas au travail parce que c'est des coûts pour les entreprises. Ils les supportent, ces gens-là qui sont pas capables de rentrer. Fait que c'est des coûts énormes au point de vue emploi. Mais l'attitude est encore qu'on éteint les feux plutôt que d'empêcher que les feux commencent. Ce qui serait ce que toi tu fais, ce qui est ce que moi je fais, parce que moi je considère que des patients mal informés qui vont dans le système, qui jettent leurs médicaments, qui recommencent le traitement, c'est des feux qui se sont allumés. Tu as été exposé à une situation similaire chez Factually Health? Tu veux dire au point de vue de la réponse du gouvernement? Oui. Oui, puis d'une clientèle peut-être? C'est fascinant parce que tu as des gens qui sont visionnaires au Québec. Tu as des gens qui sont visionnaires au Canada et j'ai eu la chance de travailler avec ces gens-là. Mais du moment que tu commences à rentrer dans la machine, il y a cette crainte-là qu'il faut vraiment que tu prouves tout parce que sinon tu vas te faire taper sur les doigts. Alors que la réponse que j'ai aux États-Unis, je vous l'ai mentionné tout à l'heure avec le T-Man qui est rentré, c'est sûr comme l'appel que j'avais hier, par exemple, la Fondation m'a dit, tu serais ici, tu aurais été ici l'an dernier, on le prendrait comme ça, maintenant, il faut que j'aille tout revoir mon budget. Tu sais, on prendrait ton outil, si je parle. Ouais. Mais à cause du T-Man, le budget a été coupé. Mais même là, ils sont prêts à regarder, pour son budget pour l'an prochain. T'sais, ils ont une attitude face à l'innovation qui est différente. Est-ce que l'innovation, ça veut dire possibilité d'échec? Oui. C'est ça, hein? Et ça veut dire possibilité d'échec, ça veut dire possibilité d'erreur. Mais tu sais, tu nous as demandé au début qu'est-ce que je laisserais comme message. Puis pour moi, le message, c'est pas des erreurs, c'est pas des échecs, ce sont des chemins non empruntés. Mais je vais donner, on est 2 entrepreneurs. Oui. Aux États-Unis, un entrepreneur qui a 2 échecs, on le félicite, puis on dit, on va miser sur toi parce que le 3e coup, ça va être la bonne, tu as pris de l'expérience. Au Québec, un entrepreneur qui a 1 ou 2 échecs, c'est fini, puis malheureusement, t'es pas bon. Puis, donc, on a un système qui n'accepte mal les échecs parce que l'innovation veut dire du changement, veut dire des erreurs, veut dire des échecs. Il faut l'assumer. Fait que, malheureusement, on n'a pas un système pour ça. L'endroit où je suis rendu aujourd'hui, c'est les Émirats arabes. Abu Dhabi, ils sont venus nous chercher. C'est un des... Ils sont venus vous chercher. Ils ont entendu parler de notre innovation et ils nous ont payé l'installation là-bas. On a des bureaux payés, j'ai un appartement de payé. Ils ont facilité la résidence, tout pour s'installer là-bas. On vient d'avoir l'approbation du ministère de Santé là, qui va nous permettre de... Il nous reste des détails à faire, mais qui va accélérer la commercialisation. Ils veulent s'adapter à nous. Le meilleur exemple, j'ai parlé au ministère de la Santé. Là-bas, on leur a expliqué notre technologie. Ils ont dit, ce que vous nous dites, c'est vraiment différent. On ne connaissait pas ces technologies-là. Ça ne fit pas dans les boîtes qu'on a. Limitez-vous pas à ça. Regardez ce qu'on va faire. Nous, on va se consulter et on va vous revenir. On va vous dire comment on va s'adapter à vous pour voir comment ça fonctionne. On va créer une boîte pour vous. Ça n'empêche pas qu'on doit livrer des résultats, on doit scientifiquement être rigoureux, on doit faire ça, mais ils adaptent leur législation. Tandis que, je vais parler de Santé Canada, qui est quand même un organisme que j'aime bien, qui ne sont pas les plus difficiles, mais
ils n'ont pas un service d'aide, ils ne sont pas là. Non, les boîtes, c'est ça, puis tu soumets. Puis... Donc, là-bas, il y a une volonté. Il y a des inconvénients, avantages peut-être d'avoir une dictature, mais ce que j'adore aux Émirats arabes, c'est si on dit, nous, on innove en santé, on met de l'intelligence artificielle, on va être les meilleurs, bien, tout le monde, on va vers ça. On s'en va. Oui, on va faire des erreurs, oui, il va y avoir, mais on va là-bas. Et ils ont un côté humain incroyable. Si je peux me permettre un exemple, ils ont une application mobile. Si tu te promènes dans la rue puis tu vois un nid de poule, tu prends une photo, tu l'envoies dans l'application mobile, automatiquement, tu es géolocalisé, tu n'as pas de détails à plus donner, la ville est avisée, la ville va aller le régler. Quand ils le règlent, ils prennent une photo, ils te l'envoient, le ticket n'est pas fermé tant que toi, tu n'as pas confirmé, oui, c'est beau, c'est réglé, c'est fait. Donc, ça, c'est ce qu'ils font, mais ils appliquent la même chose un peu partout. Donc, on essaye d'enlever les roadblocks, on veut que les choses... Je sais pas le mot français, désolé. Mais donc, c'est ce qui nous a amené là-bas. On a une collaboration incroyable. Présentement, la technologie BioTwin est en validation avec la Cleveland Clinic d'Abu Dhabi. On est en train de démontrer qu'on peut bien dépister 2 premiers cancers, cancer du sein, cancer du côlon, qu'on va expansionner ensuite à notre 4 autres cancers. On a même le Parkinson qui a été accepté comme projet de recherche qu'on embarque aussi. Donc, c'est sûr que tout ce qui se passe là-bas va pouvoir bénéficier le Québec et le Canada. On est content d'avoir nos bureaux au Canada, mais ça a été pour nous un grand succès d'être aux Émirats arabes là, pour déployer rapidement. Incroyable. Puis je te dirais que même l'achat est lent. Fait que, l'achat des produits. L'achat des produits. Fait que même si tu es prouvé, chose que nous, on n'est pas encore, on l'est en partie, mais même le cycle d'achat est hyper lent en santé. Fait que ça va te prendre 1 an et demi à 2 ans pour que ton... Versus ailleurs. Versus probablement là-bas. Pas nécessairement versus, en ce moment, je suis partenaire avec quelqu'un qui négocie en Tunisie et en Italie. Pas nécessairement comparé à ces 2 pays-là. Mais versus ailleurs, à des pays qui vont aller plus vite. Et l'achat, le gros groupe avec qui je fais affaire en ce moment, vraiment, là, je suis rendue à Réunion 3, ça a pris 3 mois. Oui. Je vais vous donner un exemple concret. Faire un projet de recherche avec un hôpital au Québec, on en a fait, mais j'en ai mis de côté plusieurs parce que ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 ans avant de collecter le premier échantillon. En intelligence artificielle, 3 ans avant d'avoir de la donnée, on ne peut pas être compétitif. Aux Émirats arabes, on parle de 2 à 3 mois, ce qu'on fait en 2 à 3 ans ici. Non seulement ça, mes premières ententes avec... je me rappelle, la première entente, j'ai signé avec un hôpital aux Émirats arabes. J'ai pris le formulaire, le template que j'avais avec un hôpital d'ici, qui était un 35 pages. Je leur ai envoyé ça. Ils ont dit non, tu nous arrêtes ça, là. C'est 1 page ou 2 maximum, là. On s'est littéralement signé une entente de 2 pages parce que les hôpitaux au Québec... que je sois un vaccin ou une molécule qui peut potentiellement tuer des gens ou un test pratiquement inoffensif comme le nôtre, c'est exactement le même chemin à suivre qui est rigoureux. Il n'y a pas de fast-track ou d'approbation. Là-bas, on va dire, OK, on comprend ce que tu fais. On s'adapte. Il y a une ouverture. Puis tu vas me dire, c'est de la faute à qui? C'est pas de la faute des comités éthiques ou des comités des hôpitaux. Ils sont comme ça. On a voulu faire un projet de validation avec un hôpital. Ils sont venus, ils disent, bien, on a eu une subvention du gouvernement. Ils disent, nous, on n'est pas équipés pour faire des projets pilotes. On peut juste faire des projets de recherche. Fait que on fait quoi? Soit qu'on prend une couple d'années pour mettre en place dans l'hôpital un système pour accepter les projets pilotes, ou on transforme ton projet pilote en projet de recherche, puis on te fait passer là-dedans. Puis, tu vois, mon expérience, c'est pas au Québec, c'est au Canada. Juste pour faire un focus group. C'est un focus group avec des proches aidants pour la démence. On a commencé l'analyse bioéthique. Ils font tout un comité d'éthique. On l'a commencé au mois de mai. On a eu la réponse au mois d'octobre, fin octobre, pour un focus group. Là, c'est même pas une technologie invasive, là. C'est même pas une goutte de sang, là. C'est une Chaque technologie... étape est longue et fastidieuse. Et longue et fastidieuse. Je comprends que le système a été bâti parce qu'ils ont eu une erreur ici. Donc, ils ont dit, faut plus qu'on puisse faire ça. Il y a eu une erreur là. Ils l'ont fermé aussi là. Fait qu'on est rendu assez rigide dans tout ça. Ouais. Puis évidemment, tout le monde a peur. Tu sais, une fois que tu achètes une technologie qui vient de Microsoft, tu te poses pas tellement de questions. Tu te dis, ben s'il y a une erreur, si j'ai mal choisi, c'est pas grave, c'est Microsoft. Personne ne s'est jamais fait mettre à la porte pour avoir pris une Microsoft. Tu sais? Fait que c'est ça, puis c'est un peu l'attitude que tu disais. Quand tu as fait une erreur, t'es fini à peu près au Canada. Puis je te dirais, quand tu prends du temps au Canada aussi.
Parce que nous, ça a été long de développer la technologie. C'est pas juste du ChatGPT, là, c'est vraiment une technologie qui a pris du temps. Puis on a commencé on a essayé de faire du bootstrap, fait que ça nous a pris encore plus de temps. Ouais. Puis là, les gens... Bootstrap, ça veut dire de démarrer sans aller chercher du financement. Là, je suis rendue là, je vais aller chercher du financement. Il faut que j'aille plus vite, je le vois que le marché est là. Mais ça a été lent parce qu'on l'a fait à temps partiel, on était une petite équipe et tout ça. Bien là, ça joue contre nous autres, le fait qu'on n'est pas allé chercher du financement. Je sais pas toi, là, mais là, ça joue. Ils se disent, bien, comment ça fait que ça vous a pris tant de temps pour développer ça? T'sais? Fait que là, je me dis, bien là, you can't win. On arrive à la fin du temps qu'on a. J'aurais une dernière question, parce qu'à la base, Lina, tu étais dans le domaine académique pendant des années. Oui. Et LP, tu as toujours été plus dans l'innovation, mais pas nécessairement en santé. Innover en santé, c'est l'un des domaines les plus compliqués dans le monde entier, particulièrement au Canada a priori. Pourquoi vous avez choisi d'innover en santé ici au départ? Après d'être parti, c'est une autre question. Et ce serait quoi les conseils que vous donneriez aux autres personnes qui voudraient se lancer dans ce domaine-là? Écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce que j'ai réalisé en analysant mon profil, j'ai réalisé que j'étais une scientifique à projet. J'étais donc une entrepreneure en sciences. J'ai fait des choses sur la guerre du Vietnam, sur la surdité professionnelle, sur les lésions musculo-squelettiques, un truc à travers le monde. J'ai fait des choses pour les médicaments, pour les personnes âgées. J'ai toujours soit construit le projet, je suis allée chercher la finance, j'ai construit l'équipe. Après ça, je me suis assurée qu'il y avait un porteur de ballon pour ce qu'on avait trouvé. Fait qu'en quelque part, j'étais un entrepreneur en santé sans le savoir. J'étais un entrepreneur de projet de recherche, si tu veux, sans le savoir. Puis là, si je regarde ma filiale familiale, un arrière-grand-père qui a bâti une grosse entreprise, j'ai 2 fils qui sont carrément les 2 pieds dedans comme entrepreneurs, tu sais. Fait que c'est sûr que j'avais ça comme une fibre. La santé, pour moi, c'était ça, c'est que je voyais le besoin. Je savais que je me battrais, je pensais pas que je me battrais autant parce que je me disais, ils vont bien voir que j'ai déjà fait des choses qui ont de l'allure. Mm-hmm. Ça sera pas dur, tu sais, mais ça a été dur. Toi? De mon côté, j'ai toujours été passionné de technologie. La santé n'était pas sur mon radar, mais lorsque j'ai vendu ma dernière entreprise, je cherchais un peu dans quoi me lancer. En parallèle, j'écoutais le livre audio de la biographie d'Elon Musk, qui est très passionnant, qui a vraiment une mission. Et c'était au même temps où mon voisin, qui était très proche, Jean, est décédé du cancer du pancréas. Mais malheureusement, ça a pris 6 mois qu'il allait chez les médecins qui avaient des symptômes. Jamais on pensait que c'était le cancer du pancréas. Et quand il a été diagnostiqué, bien sûr, trop tard. Mais Jean était un homme de 55 ans, en forme, qui s'entraînait. Il était... Jamais j'aurais pensé que il allait vivre 120 ans. Là. Il était vraiment... Ça m'a vraiment affecté. Puis ce qui m'a le plus affecté, c'est sa réaction à lui qui a jamais accepté. Il en a voulu au système de santé de pas être diagnostiqué. Fait que c'est venu me chercher, puis je me suis dit, je veux avoir un impact. Fait que, n'étant pas scientifique, n'étant pas médecin, je me dis, je pourrais trouver une technologie, apporter un concept technologie, sachant que l'intelligence artificielle s'en vient. Comment? Donc, j'ai pris bien le temps de me trouver une application qui finalement est devenue BioTwin aujourd'hui. C'est pas évident. Je pense que si j'ai 1 ou 2 conseils. Le premier, c'est, je pense qu'il faut le faire par passion, par motivation. Ouais. Puis tous les fois où j'ai eu affaire dans le système de santé, c'est ce que je remarque, que ce soit les médecins, les préposés, les infirmières, ils sont incroyables, ils sont exceptionnels. Je veux dire, à tous les niveaux, leur patience, leur gentillesse. Wow, fait que je pense que c'est des gens qui ont une passion incroyable envers leur métier, qu'ils le font pas pour l'argent, qu'ils le font pour parce qu'ils sont drivés par la mission. Je pense que ça prend ça. Et ensuite, conseil des fois que j'aime dire comme entrepreneur, il faut pas compter les bons coups ou les échecs parce qu'on a pratiquement juste des échecs puis un petit bon coup de temps en temps. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est on tombe souvent quand on est en affaires, mais le conseil que j'ai, c'est d'essayer de tomber par en avant. Comme ça, au moins, tu avances un petit peu à chaque fois. Eddie? Puis, je te dirais, le conseil que moi, je rajouterais, c'est que c'est pas des erreurs. Ce sont des chemins non pris. Fait qu'on n'a pas levé au tout début, mais je ne sais pas ce qui serait arrivé avec la compagnie si on avait levé au lieu de s'en aller. Comment t'as dit bootstrap en français?
Sans mise de fond. Sans mise de fonds. Autofinancé. Autofinancé. Ah, voilà. Fait qu'au lieu de s'en aller autofinancé puis avec des subventions, si on avait levé en premier, que là, je me disais hier soir, c'était peut-être une erreur, tu sais, de ne pas lever en début. Il y a Ben, d'autres peut-être erreurs. pas. Ben non, c'est ça, mais c'est peut-être pas une erreur parce que la compagnie serait peut-être pas rendue où elle est aujourd'hui. Alors, tu peux pas te retourner sur ton passé puis te dire que c'est des erreurs. Le fait que je suis encore en vie, que toi, tu es encore en vie, c'est pas des erreurs, ce sont des chemins non Tu fais empruntés. référence à l'entreprise. là. Oui, oui. Référence à l'entreprise. Conseil, ben attachez votre tuque. C'est très bien dit. Merci beaucoup Merci d'avoir à vous. été présent aujourd'hui, de nous avoir partagé autant de choses. Je pense qu'on aurait pu discuter encore 1 heure ou 2 de plus de tous ces concepts-là. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez à la maison, en voiture, peu importe. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Il y a du neuf. Laetitia, on vient de parler à LP et Lina qui ont 2 approches complètement différentes à un problème qui se recoupe pas mal, qui est l'accès à l'information dans le milieu médical. Donc, d'un côté, on a LP qui veut la rendre plus disponible, puis il dit c'est hyper important que tu connaisses ta donnée à toi. Puis de l'autre côté, on a Lina qui nous donne des outils qui nous permettent de pouvoir se fier à l'information en santé qui existe déjà, que ce soit dans des corpus ou que ce soit en ligne. Puis comment interagir avec cette donnée-là, surtout si c'est une donnée qui correspond à notre santé à nous. Donc, ils nous ont guidés à travers leur méthodologie et pourquoi c'est important. Mais une des choses qui a vraiment, qui m'a paru particulièrement important, c'était l'aspect des données biologiques. Biologique, le LP parlait de métabolomique versus génomique. 2 aspects vraiment importants. On a l'habitude de parler de la génétique qui est essentiellement le code source du corps humain. Mais là, la métabolomique, qui est tout ce que le métabolisme produit, tout ce que le métabolite, en fait, le microbiome, qui est cet écosystème qui vit en nous, qui est une autre forme de signature et qui C'est est vrai. notre identité. L'intérêt de ce que fait LP, souvent on va dire ah je vais donner mes données génétiques à une personne, j'en ai pas envie parce que c'est une photo de toi et qui représente l'intégralité de ton être et ça bouge pas, que tu 3 ans ou 75, ta génétique est la même, à part tu vas prendre des mutations au cours de ta vie, mais il n'empêche que l'intégralité de ton ADN est souvent la même quand tu nais et quand tu meurs. Et lui, il dit qu'il travaille sur les métabolites, qui, là, pour le coup, c'est la génétique, mais plus un tas d'autres affaires, notamment l'environnement, le stress, le sommeil. Ce que tu manges va être un facteur dans ta création métabolomique. Puis ça nous amène ailleurs parce que on le sait maintenant. C'est pas. LP ne nous vend pas du rêve, c'est quelque chose qui a de la littérature scientifique. On le sait que notre environnement a un impact sur comment on. C'est sur le bouclier qu'on utilise pour nous défendre au niveau de la santé. Donc, oui, notre matériel génétique a un impact, mais ce qu'on se rend compte, c'est que le microbiote a un impact significatif. Puis, là, je dis microbiote, mais en fait, tout ce qui est le métabolisme a un impact significatif sur comment on réagit à certains médicaments, réagit à certains aliments, réagit face au stress, comment que notre corps va se comporter dans le sport. Et puis ça, c'est rendu tellement spécifique à nous que tous nos barèmes scientifiques, nos études scientifiques du passé qui ont permis de faire des études de population, puis de dire, ben, une bonne quantité raisonnable par jour de sel correspond à tant de milligrammes, puis essentiellement, toutes les lignes directrices par rapport à ce qui est bon, ben, c'est fait sur une population, puis c'est une moyenne. Mais comment est-ce Exact. qu'on fait pour se comparer de nous à nous? Ben, c'est là que ça devient important d'utiliser la métabolomique, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'il disait. Au lieu de se comparer à une norme, et c'est vrai que des fois, on va se dire, un médicament que tu vas prendre, on va te donner le médicament dépendamment de ton poids. Mais c'est juste ça qui fait la différence. Alors que théoriquement, ben, le sexe est différent, la génétique, elle est ce qu'elle est, mais ton expression va être aussi différente. Et là où c'est pertinent aussi dans ce qu'il fait, c'est que l'interprétation de sa donnée, c'est pas tu as tel métabolite, donc tu vas avoir cette maladie.
C'est plutôt de se dire, tu as ce métabolite-là qui évolue au cours de ta vie, peut-être pas dans la tranche qu'il devrait, donc je vais lever le flag de dire, il faudrait aller vérifier cette information-là, peut-être que couplé à d'autres choses, il pourrait y avoir un problème ou pas. Et là, ce qui est pertinent, c'est que c'est pas juste de la causalité, de se dire j'ai ce problème-là, alors tu vas avoir ça. Dans le podcast, si je reviens rapidement dans ce qu'on avait dit, j'ai le souvenir qui parlait de la testostérone. Par exemple, de dire que un jeune qui va prendre sa testostérone à 20 ans va l'avoir élevée, puis au fur et à mesure de ta vie, elle diminue et c'est normal. Mais si à 20 ans, elle est... alors, je connais pas du tout les chiffres, donc je vais dire une bêtise, mais admettons, on est à 20, j'en sais rien, milligrammes par je sais pas quoi, et tu vas te dire, ah, c'est peut-être bas, mais si à 40, il est qu'à 17, en fait, c'est très bon parce qu'elle n'aura pas diminué. Voilà. Si tu à 70 et que tu diminues à 20, là, c'était négatif, dans l'exemple qu'il prenait. C'est ça qui est intéressant, en fait, avec l'approche de LP, c'est que on a ce qu'on appelle un regard longitudinal. Donc, c'est la trajectoire qui devient intéressant. Non pas le point où tu es, mais la vitesse ou l'angle ou la direction que tu prends. Donc, le fait que, prenons la testostérone, qu'elle se dégrade à tel rythme, ben, si pour d'autres individus d'à peu près cet âge-là, d'à peu près ce métabolisme-là, il y a une tendance similaire, on est capable de dire, votre trajectoire, elle est comparable. Donc, aucun problème à l'horizon. Tandis qu'une autre trajectoire qui commence à différer par rapport à ce qu'on regarde dans la population, on peut dire, ah, il y a quelque chose de différent, on aimerait comprendre ce que c'est. Et puis, LP a vraiment mis l'accent sur le fait que ce n'est pas un diagnostic, c'est un outil d'aide pour mieux s'informer puis prendre des décisions éclairées. Donc, il veut se rendre jusqu'à dire, on voit des corrélations entre cette observation-là et la conclusion que à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, tu as eu telle maladie ou telle condition. Ça te permet de faire des corrélations, mais justement, interpréter la donnée, c'est une toute autre dimension. C'est l'autre aspect qui a été mentionné dans l'épisode encore et encore. Donc, c'est quoi la différence entre corrélation et causation? Ça, il y a quelques éléments cocasses là, qu'on peut ressortir de là. Parce que ce à quoi je pense, c'est pas parce que les gens sortent dans la rue avec des parapluies que ça va causer la pluie. L'inverse, par contre, probablement. S'il pleut dehors, on peut s'attendre à ce qu'il va y avoir plus de gens qui vont avoir des parapluies. Par contre, est-ce que le fait qu'il y ait plus de ventes de crème glacée en été, en même temps qu'il y a plus d'attaques de requins en été, fait que l'un cause l'autre? Ce serait un peu absurde d'assumer ça. Par contre, on peut déduire, il y a une cause qui génère les deux. Le fait qu'il fait plus chaud, le fait que c'est l'été, fait en sorte que les requins ont accès à de la nourriture proche des plages. Ou le fait qu'il fait le plus chaud, ben, les gens ont tendance à vouloir prendre la crème glacée. Oui, il y a une cause commune, le fait que c'est l'été ou le fait qu'il fasse plus chaud, mais l'un n'a pas de cause avec l'autre. Puis ça, c'est Mhm. hyper important de faire cette distinction-là. Exactement. LP et BioTwin, il s'en va vers une médecine qui est personnalisée. Donc, euh, un individu ne se compare plus à la norme, mais se compare à soi-même et à l'évolution, plus les choses qu'on connaît sur la médecine en général. C'est quand même différent de ce que fait Lina, puisque elle, c'est de prendre l'information médicale à grande échelle et de la donner à tout le monde. On n'est plus dans l'interprétation unique de la personne, mais on est sur une interprétation qui est normée et qui est généralisée. D'un côté, on se soucie que le moindre petit détail à propos de moi, Rémi, ben j'en trouve des causalités qui ont rien, qui ont pas rapport. Puis de l'autre côté, on veut créer des corrélations qui peuvent guider vers une causalité de façon macroscopique. Puis c'est là que l'outil de l'INA devient vraiment important parce que ça permet que les gens se retrouvent sur des données sur eux, à propos d'eux, qui sont dans l'incapacité de comprendre c'est quoi l'impact sur leur santé ou sur leur future santé ou sur les décisions qu'ils doivent prendre dans l'immédiat. Donc, de pouvoir se faire guider quand on vit une déclaration par rapport à notre état de santé,
Hey, on a vu ça. Maintenant, on sait qu'il y a ça chez toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, il y a des lignes directrices, des guidelines. Il y a des lignes directrices qui permettent de s'y retrouver. Puis c'est pas à travers des outils génériques qu'on va avoir une façon de présenter l'information qui est saine nécessairement. C'est-à-dire que l'information sur ChatGPT, Claude et les autres peut être vraiment instructive, mais pas rassurante. Alors que dans un parcours client, l'information qui est livrée par l'outil de l'INA, Factually Health, permet justement de progressivement de voir les prochains pas qu'on a à faire suite à soit un diagnostic ou soit un avertissement par rapport à de l'information de santé qu'on a reçue sur nous. Oui, Puis, elle est dans l'information factuelle. exactement. Puis là où je vois que ça se rejoint avec l'information qui est permise par des outils comme BioTwin, c'est que on n'a plus besoin d'aller voir le docteur pour avoir de l'information sur notre santé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'inquiétude par rapport à cette information-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver maintenant qu'on se dit, hey, les gens vont être capables d'avoir plus d'informations sur eux, mais pas nécessairement d'en faire une saine interprétation. On a besoin de s'assurer qu'on a une bonne livraison de l'information et une bonne qualité de l'impact connu de cette information-là. Fait que là, on touche à la qualité, justement, l'outil Factual Health qui nous permet de s'assurer que l'information qui est disponible, elle est vérifiée. Oui, elle a dit rapidement dans l'épisode que ChatGPT, par exemple, il tire une bonne partie de son apprentissage sur Reddit. Et si on pose la question à ChatGPT, il faut quand même avoir conscience que quand on regarde ces symptômes sur Internet avant l'arrivée de l'IA, on avait le cancer. Peu importe ce qu'on avait, à quel point c'était grave ou pas, systématiquement c'était ça. On peut être sûr qu'aujourd'hui, même si les IA se veulent moins alarmistes, il y a toujours dans la liste des possibilités le cancer. C'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement, et c'est encore moins quelque chose qu'on veut. Admettons, si on nous dit tu as un polype dans l'intestin, puis il faut aller le retirer. Si on va regarder polype sur Internet, on peut tomber sur potentiellement, ça va se déclarer un cancer, c'est une prémisse à un cancer du côlon ou peu importe, et c'est pas ce qu'on veut. Et elle, c'est vraiment de donner de l'information véridique, factuelle, sur le polype en question, qu'est-ce que c'est, comment qu'on traite, c'est quoi la marche à suivre. Parce que ce qu'elle disait souvent, c'est quand on annonce un diagnostic qui est euh, difficile à accepter, donc dépendamment de la gravité de la maladie qu'on peut nommer, généralement, euh, le cerveau fait un peu la technique de l'autruche. On entend, mais on n'entend plus vraiment ce qui est dit. Et prendre action quand on est choqué de ce qu'on vient d'apprendre, ça devient difficile. Et elle disait que la plupart des patients qui partaient chez le médecin ne savaient pas qu'est-ce qui devait être fait après. Donc c'est là que son outil vient aider le patient. C'est une fois que j'ai un diagnostic qui a été posé, qu'est-ce que je fais? Et je m'en informe pour justement être moins inquiet. Et sa technique, c'est pas d'aller scraper le web de manière, j'ai envie de dire bête et méchante, mais c'est vraiment, elle se base sur des questionnaires spécifiques médicaux, sur des données médicales. Donc c'est vraiment un dictionnaire médical qui est à vocation de se renseigner dans ce domaine-là. C'est pas une IA généraliste. C'est Ouais. vraiment pour la partie médicale. Puis dans un monde pas si lointain où on a tous accès à des bribes, des morceaux, puis peut-être même des gros morceaux d'informations sur notre santé, sans qu'elle soit livrée, offerte par un spécialiste, ça nous laisse potentiellement dans le néant par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite. Puis des outils comme Factually Health permet justement de naviguer à travers cette abondance d'informations qui va couler dans notre direction par rapport à qui on est au niveau biologique, métabolique, génomique, oui, mais maintenant que je le sais, qu'est-ce que je fais? Donc, deux technologies qui nous ouvrent la voie vers ça ressemble à quoi le futur. Puis, ils vont en avoir plus de ça, des discussions comme ça dans la saison 3. Par contre, pour clore la saison 2, notre prochain épisode, la semaine prochaine, on va revenir dans le milieu de l'environnement. On touche à spécifiquement la place de l'IA et de l'environnement. On entend beaucoup parler l'usage de l'eau par l'IA, l'usage de l'électricité par l'IA, mais l'inverse aussi, c'est-à-dire comment est-ce que l'IA peut bénéficier à l'environnement, de quelle façon est-ce que c'est déjà utilisé, puis la finance d'impact à ce niveau-là. Donc, comment pouvoir mettre nos dollars aux bons endroits pour avoir le meilleur impact.
C'est une conversation importante. On l'a en anglais d'ailleurs, un de nos invités qui est anglophone. Puis le débrief à la fin, on va le faire en français. Donc, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine, l'édition. Oui, Rémi, à la semaine prochaine.